Bonjour Monsieur Maillard. Bonjour. Soyez le bienvenu. C'était très mouvementé à l'Assemblée nationale cette semaine. On va y revenir. On va commencer par la proposition de loi Yadan que vous connaissez bien parce que vous avez largement travaillé sur ce texte. Et je vous propose d'écouter Manuel Valls, qui était l'invité de la grande interview Europe 1 CNews ce matin et qui est revenu sur le retrait de ce texte, la proposition de loi Yadan qui visait à lutter contre les nouvelles formes d'antisémitisme. Ce qui a changé profondément depuis sans doute 25 ans, c'est qu'il y a une partie de la gauche, l'extrême gauche, LFI, qui a fait de la haine des Juifs et d'Israël un fonds de commerce électoral et qui a alimenté ses passions. Enfin, je sais que l'actualité va vite. Enfin, il y a encore quelques semaines, Jean-Luc Mélenchon prononçait des propos, s'amusait avec des noms juifs pendant la campagne des élections municipales. On l'oublie, ça. C'est passé. On se retrouve avec LFI non seulement pour les alliances, mais pour empêcher l'adoption d'une proposition de loi. Il y a ce matin, chez moi, une grande indignation, mais un soutien à ce texte. J'espère que le gouvernement va le reprendre, et un soutien à la fois affectueux et politique à Caroline Yadan. Sylvain Maillard, qu'est-ce que vous dites? Une occasion manquée? D'abord, je n'enlève aucun mot de ce que vient de dire Manuel Valls. Tout ce qu'il vient de dire, je reprendrai exactement les mêmes mots. Qui sont forts, et je crois que ça correspond parfaitement à la situation du pays en général et de ce que nous avons vécu hier à l'Assemblée nationale, avec une situation totalement bloquée. On était sur un autre texte qui n'a rien à voir, un texte qui est porté par mon collègue Charles Rodwell, qui faisait en sorte qu'on puisse retenir en centre administratif de rétention administratif des terroristes, des violeurs étrangers, pour qu'on ait plus de temps pour pouvoir les expulser. Et la gauche nous a mis des centaines d'amendements, des sous-amendements, pris la parole pour pouvoir bloquer non seulement ce texte, mais nous empêcher d'aller aux autres textes, dont la loi Yadan, la loi Yadan. Et donc, en responsabilité, autour de Gabriel Attal, nous avons, évidemment avec Caroline Yadan, nous avons pris la responsabilité d'arrêter, de faire en sorte de suspendre le texte, de l'enlever de l'ordre du jour, parce que toute l'Assemblée était bloquée et qu'on voyait bien que leur objectif était simple, c'est de ne plus travailler et d'empêcher l'adoption de la loi Yadan, puisqu'il y avait déjà des centaines et centaines d'amendements qui avaient été déposés dessus, et que nous devions terminer le travail vendredi soir. On l'entend, il est nécessaire de lutter contre l'antisémitisme et contre les nouvelles formes d'antisémitisme, mais est-ce que c'était le bon texte pour cela? Vous savez, à chaque fois, on nous dit que c'est jamais le bon texte ou jamais le bon moment. Lutter contre l'antisémitisme, c'est tous les jours. Et c'est toujours été le cas. Ça a commencé en Europe au XIVe siècle, et ça continuera après nous. L'antisémitisme est un sentiment humain qu'il faut combattre. Chacun d'entre nous a ce sentiment. Et l'antisémitisme, le racisme, ça existe dans chacun d'entre nous. Et nous le combattons par notre éducation, par la société. Et donc, il nous semble indispensable de continuer à combattre ces formes modernes. Sa forme moderne à l'heure actuelle, il n'y a pas que ça dans l'antisémitisme. Sa forme moderne, c'est l'antisionisme. J'ai porté une résolution à l'Assemblée nationale disant que l'antisionisme est une forme d'antisémitisme en 2019. C'est déjà compliqué de la porter. C'est une résolution. Là, Caroline Yadan a travaillé avec le Conseil d'État. Tout a été validé par le Conseil d'État. Et pourtant, travaillé dessus. Certains juristes disaient, il y a notamment, alors on va prendre cet exemple, d'apologie du terrorisme implicite. Il y avait certains juristes disent, ça c'est un peu moyen au niveau de la légalité. Pareil aussi sur la liberté d'expression. Beaucoup de détracteurs de cette loi disent, ça remet en cause la liberté d'expression. 2 points très précis, et merci de les soulever. D'ailleurs, le premier point, je rappelle que le Conseil d'État a entièrement validé le texte. Et ce qu'il n'avait pas validé, nous l'avons réécrit sous forme d'amendement en commission, où nous avons voté ce texte, pour que ce soit exactement l'écriture du Conseil d'État. C'est même pas l'écriture de Caroline Yadan, ou l'écriture de moi-même, ou d'un autre député Renaissance, c'est l'écriture du Conseil d'État. Donc déjà, nous avions ces garanties-là. Dans un débat parlementaire, on peut évidemment améliorer un texte. Et nous aurions souhaité, nous, améliorer le texte. Et on se bat contre l'antisémitisme, on ne se bat pas contre la gauche, la droite ou qui que ce soit. On se bat contre l'antisémitisme. Et donc, nous aurions voulu avoir ce débat. Le deuxième point que vous soulevez, c'est sur la liberté d'expression. Bon, écoutez, moi, j'entends toujours le même débat. J'ai beau le dire à ce micro, et je vais le redire, mais on me reposera la question. J'ai fait ça en 2019, on va continuer. Évidemment, dans tout ce que nous écrivons, quand on dit l'antisionisme, c'est une forme d'antisémitisme. Et dans les différents textes que nous avons portés, évidemment que la liberté d'expression est totale. Vous avez le droit de critiquer Netanyahou autant que vous voulez. Moi, Netanyahou, je le critique en permanence. Quel que soit le Premier ministre d'Israël, vous avez évidemment, et vous aurez toujours le droit, avec ce texte-là ou avec les textes précédents, le droit de le critiquer. Et heureusement, vous avez le droit de critiquer les frontières d'Israël. Comme dans n'importe quel État, vous avez le droit de critiquer. Par contre,
en France, c'est un délit. L'antisémitisme, c'est un délit, c'est pas une opinion, c'est un délit. Vous n'auriez pas le droit de critiquer l'existence même d'Israël. Quel autre pays dans le monde nous critiquons l'existence? Mais aucun autre. La Corée du Nord, l'Iran. Y a-t-il une critique de l'État même? En fait, jamais. Il y en a qu'un en fait que l'on critique, c'est Israël. Et donc vous voyez bien qu'il y a des relents antisémites derrière cette critique d'Israël. Encore une fois, je dis, et nous l'avons toujours écrit dans ce texte-là comme dans les autres, bien sûr critiquer n'importe quel Premier ministre israélien et sa politique, évidemment, on doit pouvoir continuer. C'est une démocratie, Israël. Une démocratie vivante. Et je peux vous dire qu'il critique largement Netanyahou sur place. Et heureusement qu'on peut le faire. Et critiquer les frontières. Oui, on a le droit de critiquer les frontières. On a le droit de ne pas être d'accord sur ce que font les colons en Cisjordanie ou même sur ce qui se passe à Gaza. Mais par contre, dire que nous veut détruire the border to the sea, c'est clairement de l'antisémitisme. Et le nier est une erreur, mais je crois que surtout c'est d'antisémite. Écoutez Mathilde Panot qui s'est réjouie, elle, du retrait de ce texte. Je comprends que ce soit une semaine très très difficile pour la Macronie. Vous vous êtes fait plier sur le 1er mai, vous devez reculer sur la loi Yadan. Et ne vous inquiétez pas, si vous essayez de repasser sur cette loi qui menace nos libertés publiques, eh bien nous serons toujours là pour vous faire reculer encore et encore. Alors, c'est ce que dit la France Insoumise, et Adrien Clouet, qui était à votre place il y a quelques instants, l'a redit. Pour lui, pour lutter contre l'antisémitisme et les nouvelles formes d'antisémitisme, la loi actuelle suffit. Ce qu'il ne suffit pas, ce qu'il n'y a pas, ce sont les moyens pour le faire. Les moyens pour les magistrats, les moyens pour la justice en général, pour appliquer cette loi. Écoutez, c'est démultiplié par 10 les actes depuis le 7 octobre 2023 et les événements dramatiques vécus, les attaques terroristes vécues en Israël, ça a été multiplié, les actes ont été multipliés par 10 d'antisémitisme en France. Pas une question de moyens, c'est une question de vague antisémite gigantesque que nous vivons en France, pas qu'en France d'ailleurs, mais une vague gigantesque que nous vivons d'antisémitisme. Donc il faut le combattre. On peut toujours dire qu'il faut plus de moyens de juges, d'une façon générale, des juges et des greffiers. Ce que nous faisons, d'ailleurs, on vote en permanence des budgets. Je note d'ailleurs que M. Adrien Clouet, comme le LFI, vote contre l'augmentation des budgets de la justice. C'est-à-dire qu'en même temps, il vous dit qu'il faut le faire, mais en fait, il vote contre. On a doublé, nous, depuis 2017, le budget de la justice. On est concret. Il nous faut plus de greffiers, et donc on vote, et de juges, on vote les budgets. Il faut être réaliste. Est-ce que l'antisémitisme est une opinion comme dans les pays anglo-saxons, et à ce moment-là, on change la loi, ou bien c'est un délit comme c'est en France, et à ce moment-là, on l'applique. 1 an d'emprisonnement, 45 000 € d'amende. Moi, je suis pour qu'on reste sur du délit. C'est délictuel. L'antisémitisme, le racisme sont des délits, et on fait ensemble de les combattre et de leur forme moderne. L'antisémitisme se réinvente. Vous savez, avant, il y avait d'autres préjugés sur les juifs. Maintenant, ce nouveau préjugé, c'est l'antisionisme. Sylvain Maillard, vous confirmez qu'il y aura un projet de loi qui reprendra ce texte ? Bien sûr. En juin ? Et d'ailleurs, c'est la discussion que nous avons eue avec le gouvernement avant de retirer le texte hier dans l'après-midi. Nous voulons évidemment le combat contre l'antisémitisme. Donc fin juin, un nouveau texte qui reprendra exactement le texte de Caroline Yadan. J'ai entendu, et la ministre m'a envoyé aussi un message en disant qu'elle voulait réunir une réunion transpartisane de tous ceux qui voulaient travailler de bonne foi sur un texte sur l'antisémitisme, peut-être même élargi. Nous disons évidemment qu'on y est disponible. Je suis personnellement évidemment disponible, mais nous disons qu'il faut qu'on travaille aussi sur ce qu'a proposé Caroline Yadan. Donc à partir de cette base-là, en fait. Je pense que c'est une base très solide. Après, si on peut l'améliorer, tant mieux. Nous, on ne demande que ça. Mais c'est une base solide. Elle a vraiment travaillé dessus. Je connais bien le sujet. Elle a trouvé une écriture avec le Conseil d'État qui était une écriture compliquée à trouver. Ils ont réussi à trouver et qui faisait une unanimité auprès des associations. Voilà. Après, on a un combat politique à mener. Combat politique contre l'antisémitisme, où on a une partie de la gauche et de l'extrême gauche qui très clairement n'est pas claire sur l'antisémitisme, et j'emploie un euphémisme. Peut-être qu'ils ne sont pas d'ailleurs tous à mettre dans le même sac, je le dis aussi, mais nous disons que l'antisémitisme est un poison pour notre République, un poison pour notre démocratie, et qu'il faut le combattre parce qu'en ce moment, c'est des vagues tellement importantes que si on se laisse faire, si on dit que c'est pas très grave, ça ne me concerne pas, vous savez quoi, elle emportera tout.
Sylvain Maillard, député Ensemble pour la République de Paris, est l'invité des grands entretiens d'Europe 1 Info. 1er mai, carburant, ZFE. La semaine a été difficile pour votre groupe et pour le gouvernement. Écoutez Sébastien Lecornu qui a pris la parole. C'était lors des questions au gouvernement. Il a dénoncé une obstruction systématique de la part des LFI. Si nous en sommes là, c'est une fois de plus parce que la France insoumise a introduit du désordre dans l'hémicycle en fin de semaine dernière. Comment, depuis des années, quelque chose qui était possible pour nos boulangers peut du jour au lendemain être remis en question. Il y a un détournement en ce moment depuis, clairement, je vais mettre les pieds dans le plat, depuis le lendemain des élections municipales, il y a une tentative d'obstruction quasiment systématique venue de la France insoumise qui crée un malaise dans l'hémicycle et qui vient rompre avec ce que nous avons réussi collectivement à faire à l'automne dernier pendant les discussions budgétaires. Alors, le malaise dans l'hémicycle que vous connaissez bien, puisque je rappelle que vous siégez, est-ce qu'il n'est pas aussi dans vos rangs, puisqu'on a vu, et notamment à propos du 1er mai, des élus qui allaient jusqu'à remettre en question leur soutien auprès de l'exécutif, dénoncer un manque de courage du gouvernement? Alors, il y a deux choses sur le fond et sur la forme. Sur le fond, le 1er mai, Renaissance, l'ensemble des députés Renaissance, Ensemble pour la République, c'est notre nom à l'Assemblée nationale, sont évidemment favorables. Ça a toujours existé. Les fleuristes et les boulangers pouvaient travailler le 1er mai. Et donc vous étiez en désaccord avec Sébastien Lecornu? Je crois que même le Premier ministre vient de le dire. Il dit et évidemment qu'il faut qu'ils puissent continuer à travailler. Le désaccord porte sur le texte et sur le... Et sur la méthode, sur le texte et peut-être sur la méthode, en tout cas sur le texte. Nous, on dit tout simplement, c'est pas un texte qui sort de nulle part. C'est un texte qui a déjà été porté par les LR, que les boulangers et les fleuristes, sur lesquels ils font du lobbying depuis longtemps, et ils ont raison, ils en parlent depuis longtemps, on en a déjà parlé l'année dernière, je m'en souviens parfaitement, les LR l'ont repris dans leur niche parlementaire, ils n'ont pas eu le temps de l'étudier, nous l'avons repris, nous, dans la niche, c'est un texte qui est parfaitement identifié. Oui, mais donc vous étiez en désaccord avec le gouvernement qui l'a retiré de la CMP, enfin qui n'est pas allé jusqu'à la commission mixte paritaire. Le gouvernement avait des positions et voulait qu'il y ait une discussion dans l'hémicycle pour qu'on puisse l'améliorer. Il peut y avoir des points d'amélioration, c'est fait pour ça, un hémicycle. On peut améliorer des points. Le problème, c'est que la France insoumise a mis tellement d'amendements et de sous-amendements, on n'avait plus la possibilité de le porter. Et donc, à un moment, le blocage, donc on a voté contre notre propre texte pour qu'il parte directement en commission mixte. Pardon, c'est la technique parlementaire, mais à un moment... Mais il n'y a pas de... Vous faites toujours bloc. Mes concitoyens, eux, ce qu'ils veulent, c'est du résultat. Ils ne viennent pas me dire, écoutez, monsieur le député, ça doit être très très dur votre travail, c'est très difficile, les autres sont méchants. Ils disent, nous on veut pouvoir travailler pour les boulangers et les fleuristes, on veut pouvoir travailler le 1er mai, il faut entre guillemets, on vous paye pour que ça marche. On vous paye les députés, on fait en sorte que vous puissiez voter les lois. On a entendu certains députés, même Carl Olive, avec des... Je ne citerai pas, qui a eu des mots très forts contre le gouvernement, qui a encore une fois dénoncé son manque de courage. Est-ce que vous faites bloc avec le gouvernement, les députés macronistes? Le sentiment que nous avons eu et qu'a exprimé Carl Olive dans les termes qui sont les siens, et d'autres députés, c'est un peu le sentiment que le gouvernement réagit un peu tard. C'est un texte qui est parfaitement identifié. Et donc, on arrive dans l'hémicycle et au moment où on a décidé d'une stratégie, d'un seul coup, on nous dit « non, en fait, il n'est pas parfaitement écrit ». On sait très bien qu'il n'est pas parfaitement écrit et qu'on peut le travailler en commission mixte paritaire pour pouvoir mettre des amendements. C'est fait pour ça, une commission mixte paritaire. C'est 7 députés, 7 sénateurs qui se mettent ensemble et qui disent on prend cet amendement-là, on enlève celui-là pour trouver une majorité pour ensuite le voter dans les deux chambres. Le travail, il est là. Donc moi, ce que je note, c'est que le Premier ministre a ouvert la porte en disant il reçoit à l'heure actuelle en ce moment. Les représentants pour dire comment l'objectif c'est qu'ils bossent le 1er mai. Donc trouvons une solution. Sylvain Maillard, député Ensemble pour la République, est l'invité des grands entretiens d'Europe 1 Info. Écoutez, Emmanuel Macron qui réunissait hier près de 500 maires à l'Élysée pour échanger aussi sur la simplification administrative, mais il n'y a pas eu que ce sujet-là. Le chef de l'État qui promet des mesures pour alléger les procédures, tandis que les élus locaux dénoncent la complexité des démarches et des difficultés rencontrées sur le terrain. Écoutez Emmanuel Macron. Comment nous pouvons vivre dans une nation qui a su faire des Jeux olympiques et paralympiques extraordinaires en 7 ans? Comment on peut être dans une nation qui rebâtit Notre-Dame en 5 ans et à qui on dit... Un agriculteur qui veut étendre son poulailler, ça sera 5 ans. Méthode Notre-Dame, méthode Jeux Olympiques, mais partout en France. La semaine prochaine, le 22, on est avec le gouvernement dans l'Allier. On va installer cette méthode avec une carte, tous les projets qu'on sort. Et on mobilise nos préfets à vos côtés dans cette philosophie pour sortir ces projets. Mais c'est vrai ça. Il a raison Emmanuel Macron. La méthode Notre-Dame, la méthode Jeux Olympiques. Mais seulement il reste 1 an. Pourquoi est-ce qu'on ne l'a pas fait avant ?
Il a évidemment raison, c'est ce qu'il faut faire. Moi, je prends ma part de responsabilité comme les autres députés avec on vote la loi et on veut toujours voter une loi qui est de plus en plus complexe, avec les mêmes qui demandent de la simplification mais qui passent votre temps à vous proposer des complications dans la loi actuelle. Je pense qu'il faut que, d'une façon générale, nous fassions tous amende honorable. Je le dis pour dire que les lois doivent être plus claires, plus simples, d'arrêter de toujours vouloir faire des choses parfaites, compliquées. Je vois dans le logement, par exemple, je prends juste l'exemple du logement. On fait des logements avec des additionnés, les lois après les lois, elles sont très très bien. Les amendements sont très très bien, on dit c'est super, c'est extraordinaire. Et puis à un moment, on fait un coût du logement qui est plus rentable. Et en réalité, quand vous prenez ça indépendamment, les lois, elles sont super. Mais quand vous prenez la big picture, hein, l'ensemble, en fait, on fait des choses qui sont plus soutenables. L'exemple du poulailler, vous vous rendez compte, ça en devient grotesque. Et c'est la réalité. Mais c'était la campagne d'Emmanuel Macron en 2016 pour 2017. Une nation plus moderne qui va plus vite, la Startup Nation, je ne vais pas reprendre ce terme, mais c'était ça, quelque chose de plus décomplexé, de plus simple. Voilà, les choses vont être plus rapides, plus modernes. Mais on est 9 ans après, donc qu'est-ce qui s'est passé en 9 ans ? Je crois que là-dessus, nous n'avons pas réussi. Pourquoi il faut encore 5 ans pour un poulailler ? Nous n'avons pas réussi parce que, d'une façon générale, nous cherchons trop à faire des lois parfaites, qui sont parfaites. On a conçu, d'ailleurs l'administration est pareil, tous les cas, rien ne doit nous échapper, tout doit être contrôlé, et je crois qu'on ne fait pas assez confiance aux gens. En fait, en réalité, on est dans un pays qui ne fait pas assez confiance aux gens. On ne fait pas assez confiance à nos élus. On ne fait pas assez confiance aux entrepreneurs. On ne fait pas assez confiance parce qu'en fait, on veut tout contrôler parce qu'on n'a pas assez confiance. Moi, je voudrais qu'on ait une société de la confiance. Vous savez, c'est dommage, on aurait pu le faire il y a déjà 9 ans, alors. Je me bats... vraiment, je fais amende honorable, honnêtement, quand on n'appuie pas sur un bouton pour changer les choses. C'est aussi la démocratie. Est-ce que ça veut dire aussi Je voudrais juste prendre un exemple. Est-ce que ça veut le principe de précaution que nous avons voté, c'est pas moi, c'est bien avant, c'est du temps de Jacques Chirac. Principe de précaution dans la Constitution. Super, on préserve. Dans le doute, ça veut dire que dans le doute, on ne fait pas. C'est-à-dire que quand on ne sait pas, on ne fait pas. Vous savez quoi ? En fait, c'est terrible. C'est-à-dire que c'est une nation qui, dans le doute, en fait, ne fait pas. Il n'y a plus d'entrepreneurs, il n'y a plus de gens qui prennent de risques parce que dans le doute, on ne fait pas. C'est aussi ça, nous sommes un peu endormis, je le dis, d'une société, c'était avant nous, hein, d'une société qui s'est un peu endormie, qui, quand elle a un doute, elle ne fait plus. Et ça, je crois qu'il faut le combattre profondément. Il faut prendre des risques. J'ai la chance d'être député et entrepreneur, mais on fait plein d'erreurs. On se trompe plein de fois dans les entreprises. C'est pas grave. Quand on se trompe en politique, c'est dramatique. C'est très grave parce qu'on n'arrête pas de nous dire vous êtes trompé, il faut que ça marche toujours. Et donc quand il faut que ça marche toujours, on prend plus de risques. On fait tout ceinture et bretelles. On demande à des comités de valider toutes les décisions qu'on prend. Les responsables ne prennent plus de responsabilité directe, ils veulent toujours valider parce qu'ils disent il faut absolument que je puisse me couvrir. C'est ça la réalité de la société dans laquelle nous sommes. Est-ce que ça veut dire, Sylvain Maillard, que la France est impossible à réformer ? Non, elle n'est pas impossible à réformer. Bien sûr que la politique peut faire beaucoup de choses, mais je pense que déjà, il faut que nous soyons conscients d'avoir cet objectif de simplification et de liberté, de donner à chacun la liberté, la confiance. Et de dire que ce n'est pas grave de faire des erreurs. Ce n'est pas grave. Et ce qui est grave, c'est de ne rien faire, de ne pas tenter. Le monde avance à une vitesse incroyable. Je suis souvent en Chine, je préside le groupe d'amitié France-Chine. Quand vous voyez la vitesse à laquelle est en train de se transformer ce pays, c'est pareil avec les États-Unis, c'est pareil avec le Danemark, vous regardez la Hollande à côté de chez nous. Et parfois, nous, nos blocages de choses où on passe deux ans à parler que de la retraite, alors que les autres sont en train de parler d'intelligence artificielle en permanence et de l'en mettre partout. Mais on se dit, nous sommes à l'arrêt. Il faut faire confiance et accepter qu'on peut se tromper. Que les politiques peuvent se tromper. C'est pas grave. Ce qui est grave, c'est de ne pas tenter. Ça dépend. Ça peut être grave, par exemple, pour de ne pas tenter les choses. Oui, mais d'accord. Mais il y a des choses qui peuvent être graves parce que, par exemple, si je prends le nucléaire. Le nucléaire, à au moment d'Emmanuel Macron est arrivé au pouvoir en 2017, il a dit on va ralentir, on va même fermer Fessenheim. Et puis après, quelques années plus tard, on s'aperçoit que notre souveraineté énergétique, elle est importante. Et là, on repart sur du nucléaire, mais entre-temps, on a détruit une partie de la filière, du secteur, et ça va prendre du temps. Oui, je pense que c'est aussi important d'avoir un peu la mémoire. 2011, il y a l'énorme accident à Fukushima. Et que l'ensemble de la classe politique française, quoi qu'ils disent, et Marine Le Pen compris, disent en fait on veut plus de nucléaire, il faut qu'on passe à autre chose, c'est trop dangereux. Et la population majoritairement ne voulait plus de nucléaire. Et puis tout change
avec une accélération au moment de la guerre en Ukraine, on se rend compte qu'en fait, on a besoin de nucléaire, qu'on a la chance d'avoir du nucléaire, et la population a changé aussi dessus. Et donc le politique qui incarne cette population, on n'est pas d'essence divine, hein, on incarne la population, on se dit, en fait, on a de la chance d'avoir du nucléaire, il faut tout remettre dans le nucléaire. Enfin, des centrales nucléaires, on n'en a pas construit depuis les années 80. Hein. Donc ça fait très longtemps que le nucléaire, on l'a dans nos campagnes, mais en réalité, on n'investit plus vraiment dessus. D'ailleurs, on ne formait plus d'ingénieurs, il y a beaucoup de savoir-faire qui ont disparu. Et donc on dit, il faut mettre le paquet, en fait, c'est une chance d'avoir du nucléaire. Et donc, je crois que la population l'a compris aussi, globalement, évidemment que les politiques l'accompagnent. Puis il y avait une doctrine très, très large des écolos qui se sont construits contre le nucléaire et qui ont aussi fait en sorte de dire partout en France et en Europe que le nucléaire, c'était pas bien. Sylvain Maillard, à l'instant, on apprend que les boulangers et les fleuristes indépendants qui étaient reçus par Sébastien Lecornu pourront ouvrir ce 1er mai. Eh ben, je m'en félicite et je suis très heureux parce que je crois que c'était essentiel pour eux. Ça crée de l'emploi, ça crée de la valeur, c'est très bien. Dernière question sur 2027. Alors, Gabriel Attal, presque candidat, on va dire ça comme ça. On n'arrive pas trop à savoir. Là, c'est une pré-annonce de candidature. Écoutez, il a un livre qui va sortir et puis il réservera sûrement des annonces à votre micro ou chez vos confrères. D'accord, vous n'en direz pas plus, on a bien compris. Et on lit votre sourire. Ce matin, Emmanuel Macron était au Salon du Livre et il a assuré qu'il lira le livre de Gabriel Attal s'il le reçoit. Et il a dit qu'il ne l'avait pas encore reçu. Je suis persuadé que Gabriel Attal va lui envoyer avec une dédicace évidemment au président de la République. Il n'y a aucun doute là-dessus. Vous connaissez l'adage rupture ou continuité. Gabriel Attal, on est plutôt dans la rupture là, avec Emmanuel Macron. Non, mais après, dire qu'il y a des relations difficiles, vous le savez très bien, vous connaissez parfaitement, et il ne faut pas se mentir. Mais nous avons tous travaillé, nous avons un bilan avec Emmanuel Macron, on y a tous contribué, il y a des choses bien, il y a des choses pas bien. Et puis aussi dire que la société a changé entre 2017, au moment où nous avons été élus aux côtés d'Emmanuel Macron, nous avons eu cet honneur, et 2027, il y a eu tellement d'épisodes qui ont changé, donc il faudra porter un autre projet, mais avec la racine qui est la nôtre. Nous sommes des gens et de droite et de gauche, des gens qui veulent de la liberté et en même temps de la protection, et c'est ça qu'il faudra porter à travers une candidature, et moi je porte l'idée vraiment d'une candidature unique dans le bloc central qui soutient Sébastien Lecornu. Il est essentiel qu'il y ait une seule candidature. Cette candidature, elle devra être déterminée probablement à la fin de l'année. Et moi, j'invite évidemment tout le monde. Maude Bréjon a fait un appel à l'ensemble des candidats et je m'y suis associé évidemment en disant il nous faut absolument une candidature unique. Je crois que c'est ça le plus important. Merci beaucoup Sylvain Maillard, député EPR pour la République qui était l'invité des grands